Donc on arrive le lundi soir. Docteur Blay, bien entendu, va aller voir la patiente et là, elle découvre que, en fait, qu'elle a une équipe merveilleuse autour d'elle avec tous les examens, tout ce qui a été fait. Tu es devant la malade et tu vois qu'en fait, elle est rassurée parce que voilà, tous tes amis lui ont bien expliqué les choses. Mais il va falloir lui parler, intégrer toutes ces données, et puis surtout, quand tu sors, tu as un interne avec toi à qui tu vas dire, voilà la stratégie qu'on va mettre en place, qu'est-ce que toi tu proposes, qu'est-ce que moi je propose, et comment on va expliquer à la malade, qu'est-ce qui va se passer le lendemain matin. Bon, d'abord, je suis hyper impressionnée d'un vendredi soir d'avoir autant d'amis, donc ça c'est chouette. Et en plus que la patiente soit prémédiquée, c'est-à-dire la meilleure des prémédications, c'est l'anesthésiste. Donc si elle est rassurée par tous mes amis, c'est déjà parfait. Moi j'ai beaucoup moins de travail, donc je suis contente. Et ensuite, surtout, j'ai plein d'éléments, et ça c'est hyper important. J'ai plein d'éléments pour définir ma stratégie de façon adaptée. J'ai Théo qui m'a fait une écho, une évaluation cardiaque, qui me l'a optimisé sur le plan de la volémie. Et ça, pour moi, vraiment, c'est fondamental. Parce que pour titrer le remplissage vasculaire en opératoire devant une éventuelle hypotension artérielle, ça va m'être très, très utile. Avoir aussi une idée, effectivement, des pressions ventriculaires gauche. Est-ce qu'il y a une notion de surcharge, de congestion chronique, sa taille de l'oreillette, de ne pas m'affoler en post-opératoire si je suis une écho en trouvant quelque chose d'énorme et que savoir que c'est chronique, c'est hyper important. Catel, elle m'a aussi beaucoup aidé avec le dosage du NT-proBNP qui a été rendu dans un temps incroyable. Donc franchement, merci. La créatinémie, pareil. Et donc pour moi, c'est important parce que du coup, j'ai pu échanger avec elle, savoir qu'effectivement, la créate est limite, donc peut-être que c'est un peu majoré, mais pas tant que ça chez elle. Elle est en surpoids, mais pas de façon majeure, donc ça va pas trop jouer sur mon interprétation. Donc j'ai vraiment beaucoup d'éléments et surtout, ça me sera utile en post-op. Parce que si jamais j'ai une variation par rapport à la valeur de référence, je vais savoir que ce n'est pas normal et qu'il va falloir que je rappelle mes amis, notamment mon ami cardiologue. Et enfin, François, là, il va gérer tous les médicaments. Donc ça, c'est super. Parce que du coup, là, il a fait quand même une énorme partie du travail. Et un point hyper important, donc aujourd'hui, il a très bien dit, on n'a pas la réponse pour les IEC. En tout cas, moi, il y a une information cruciale. Par exemple, si cette dame, on devait l'opérer d'une occlusion et que c'était là tout de suite, c'est hyper important pour moi de savoir qu'elle est sous un IEC et que je m'expose à un risque plus élevé d'hypotension artérielle. Ma gestion va être complètement différente. Et donc, venons-en à la gestion, justement. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a quels objectifs de pression je vais mettre pour cette patiente, quel monitorage, et puis si jamais je dois la remplir, peut-être avec quoi, et si je dois mettre des vasopresseurs également, lequel ou lesquels. Donc, effectivement, je vais discuter avec mon interne qui a plein de questions et qui me dit qu'est-ce qu'on fait pour cette dame, elle est hyper tendue, elle a une LACFA, comment on va s'en sortir, au secours. Bon, déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que tu vas lui mettre comme objectif de pression artérielle moyenne? Donc mon interne ne sait pas trop. Ça tombe bien parce qu'en fait, si l'interne ne sait pas trop, c'est qu'en fait, personne ne sait trop. Donc cette dame, elle est hyper tendue chronique. Donc déjà, on va dire pour un sujet normotendu, on veut garder une pression artérielle moyenne qui perfuse tous les organes. Donc classiquement, on dit un peu comme, par analogie au état de choc avec 65 mm de mercure. Mais là, elle est hyper tendue. Donc on n'a pas de vraie réponse dans la littérature. On est un peu ennuyé, mais en tout cas, intuitivement, on se dit qu'avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65, donc peut-être 70, peut-être 75, on n'a pas de réponse, ça serait intéressant. Et personnellement, ce que je fais, peut-être que Théo pourra me dire s'il est d'accord avec cette stratégie, c'est de regarder la pression artérielle de la dame à l'état de base. Et quand je dis à l'état de base, ce n'est pas le matin quand elle arrive stressée à 19 de tension dans le bloc, mais plutôt à la consultation d'anesthésie ou quand elle a vu son cardiologue. Et donc de pouvoir en fait avoir une référence de pression artérielle moyenne et de m'en servir pour tenter de la garder tout au long de l'intervention et de ne pas descendre en dessous. Donc ça serait déjà ma première stratégie. Et c'est une stratégie qui est extrêmement importante parce qu'on sait que quand on passe du temps, plus on passe du temps en dessous, en tout cas de 65 mm de mercure ou de la pression artérielle moyenne, on va dire de base d'un patient, et on augmente le risque de complications post-opératoires, en particulier cardiovasculaires, cérébrovasculaires et rénales. Donc du coup, c'est fondamental pour le pronostic de cette patiente. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, c'est comment je vais surveiller cette tension.
Bon, il y a le brassard à attention, ça vous allez me dire, mais est-ce que ça va être suffisant pour cette dame? Pour cette patiente, moi j'aurais plutôt envie de lui mettre un cathéter de pression artérielle pour avoir une pression fiable, détecter peut-être plus précocement les épisodes d'hypotension artérielle et être plus réactif plutôt que d'avoir un brassard à tension qui se prend toutes les 5 minutes, qui est peut-être mal positionné. Donc ça serait ma stratégie personnelle pour pouvoir faire ça. Et ensuite, elle est quand même insuffisante cardiaque. Elle a certes une fraction d'éjection préservée, donc ça m'a beaucoup rassurée aussi de savoir ça, parce qu'effectivement, nos médicaments de l'anesthésie, comme vous le savez, ils sont vasodilatateurs. On va couper l'adaptation du système sympathique, et donc on va avoir une vasodilatation, et en tout cas, classiquement, une hypotension artérielle à l'induction anesthésique. Donc déjà, il y a 2 éléments fondamentaux. Il va falloir mettre du monitorage hémodynamique. Et le premier monitorage hémodynamique, en fait, c'est la profondeur d'anesthésie. Donc déjà, c'est de mettre un bis ou une entropie ou ce que vous voulez, ce que vous avez. Mais le premier monitorage, c'est de monitorer qu'on n'a pas mis trop de médicaments hypotenseurs et vasodilatateurs. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on sait qu'on a mis la bonne dose, qu'on n'a pas surchargé la patiente en anesthésique, vous allez me dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, pour cette patiente, il va falloir qu'on puisse monitorer son volume d'éjection systolique ou son débit cardiaque. Et pour elle, ce que je proposerais, c'est un Doppler œsophagien. Alors pourquoi je proposerais le Doppler œsophagien? Parce qu'en fait, c'est le monitorage qui a le plus d'études en paire opératoire et qui montre le meilleur bénéfice aujourd'hui dans la littérature pour suivre le VES. Alors j'entends souvent mon interne qui me dit « Ah oui, mais ça bouge, j'arrive pas à positionner comme il faut ». C'est vrai, il faut repositionner. Il y a le bistouri électrique qui fait les interférences, c'est la vraie vie, c'est jamais parfait. Néanmoins, c'est quelque chose quand même qui est semi-invasif. Donc on n'est pas en train de rajouter de la iatrogénie potentielle aux patients. On a accès à l'œsophage pour cette chirurgie et il va falloir repositionner. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, à chaque fois que vous allez prendre une décision hémodynamique pour optimiser votre patient, il va falloir vous reposer la question. Donc en fait, à chaque fois, vous allez refaire soit une écho si vous n'étiez pas au bloc, soit vous allez remesurer le VES. Et donc ça, c'est très important. Et ça va pouvoir me permettre en fait d'évaluer la précharge dépendance de la patiente. Puis grâce à l'évaluation à la fois de Théo et de Catel pour sa congestion d'un point de vue échocardiographique et biochimique, je vais pouvoir titrer prudemment le remplissage vasculaire pour pouvoir permettre à cette patiente de garder une pression artérielle moyenne suffisante. Alors, le temps que tu nous présentes ta prise en charge, qui nous paraît tous excellente, et d'ailleurs tu en as parlé à Malade et les rassurés, je viens de comprendre comment marchent les questions. Et alors, accrochez-vous, on en a énormément. Donc, si tu es d'accord, Alice, on va s'arrêter quelques minutes. Je vais vous poser les questions. Donc, si vous avez l'amabilité de répondre assez rapidement. François, tu as dit on arrête la glyphosine 3 jours avant l'intervention. Question, c'est est-ce qu'on le fait aussi pour une chirurgie ambulatoire? Il faut le faire, pour le moment ce qui est recommandé, mais une fois de plus c'est des médicaments qui sont relativement récents. Donc en population générale, il n'y a pas encore beaucoup de recul sur la réelle incidence de l'acidocétose euglycémique. Mais ce qui est vraiment recommandé aujourd'hui, c'est de les arrêter 3 jours avant, à partir du moment où on met le patient à jeun, et surtout si c'est un patient diabétique, donc qui a un certain degré de carence en insuline ou de résistance à l'insuline, et donc qui est vraiment à haut risque d'acidocétose glycémique. Dans les études, il n'y a pas de patient non diabétique qui a fait cet épisode, mais les patients dénutris sont à risque, etc. Donc pour le moment, la préconisation, c'est de l'arrêter à partir du moment où on met le patient à jeun pour les chirurgies. Alors, mesdames, messieurs, on a bien fait de parler de la troponine. Ça a déclenché beaucoup de questions, surtout de gens qui sont favorables à la mesure de la troponine. Un commentaire, c'est « mais si on ne dose pas la troponine chez cette malade de 65 ans hypertendue avec un FA et diabète, chez qui on le doserait ?» Les dernières recommandations de l'ESC ne sont-elles pas en faveur du dosage de troponine chez cette malade, etc., etc., etc. Donc là, il va falloir nous expliquer, Théo et Alice, et sûrement Catel aussi. Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, il faut être clair, les recos de l'ESC positionnent un intérêt du dosage de la troponine potentielle chez ces patients dans un objectif d'être très sensible. En fait, on ne veut surtout pas passer à côté d'un souci. Cependant, la question, c'est qu'est-ce qu'on recherche avec une troponine?
est-ce que vous recherchez un syndrome coronaire aigu? Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture de plaque au niveau de la coronaire, que ce patient est en train de faire un infarctus? Si vous avez un patient devant vous qui n'a pas de douleur dans la poitrine, qui a un électrocardiogramme où il n'y a pas de modification électrique active de SUS-ST, la réponse est plutôt non. Si vous dosez la troponine, vous allez avoir un drapeau orange qui va se lever souvent, et souvent à tort. Mais dans une stratégie de santé publique de ne passer à côté de rien, ça peut se défendre. Simplement, c'est vrai que ça va solliciter une évaluation cardiologique de façon très fréquente et pas toujours si spécifique. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le test d'ischémie ou l'épreuve d'effort. C'est qu'encore une fois, la troponine a, à mon sens, sa place pour la détection d'un syndrome coronaire aigu, quelque chose d'aigu. Cependant, à l'inverse, je peux avoir une troponine ultrasensible normale chez un patient qui a des sténoses très significatives au niveau des coronaires. Le fameux angor stable ou angor stable, mais pas angor parce que ne fait pas assez d'efforts au quotidien. Donc, surtout, on peut discuter de la troponine et Catel va réadresser ce point, mais je pense que surtout l'enjeu majeur, c'est celui du test d'ischémie, de l'épreuve d'effort d'un patient à haut risque, pour lever le doute d'une sténose coronaire significative. Ces patients-là, nous on en voit souvent, ils n'ont pas de tropo. Nous on a très régulièrement, juste une petite digression, des patients qui viennent aux urgences pour des douleurs thoraciques un peu atypiques. Quand on les évalue, il n'y a pas de douleur. La troponine, elle est négative. On leur fait un coroscanner ou un test d'ischémie. Ces patients, ils ont des sténoses à 70, 80, 90%, qu'on stente derrière. Mais il n'y a rien d'aigu qui se passe. Et ça, ces patients-là, on va les détecter plutôt par le test d'ischémie. Alors, bien sûr, on peut lui doser sa troponine. Très probablement, sa troponine, alors, soit elle est normale, mais ce n'est pas le reflet de sa fonction cardiaque, soit elle va être discrètement augmentée et on ne va pas très bien savoir quoi en faire. Donc, dans le contexte, pour moi, ça n'a pas forcément d'utilité. Alors, un des arguments, c'est de dire, oui, mais vous avez dit que le BNP, vous avez dit que le BNP ou l'NT-proBNP, vous allez pouvoir le doser en post-op. Alice nous a dit que ça aiderait effectivement, s'il y a des variations positives, ça aiderait et si le malade est peut-être un peu dyspnéique, de comprendre que cette augmentation d'NT-proBNP est peut-être effectivement le signe d'une congestion. La troponine, donc les questions qui sont posées, c'est la troponine, mais pourquoi vous n'avez pas le même raisonnement? Pourquoi on ne doserait pas avant? Et si ça monte en post-op, c'est qu'il se passe quelque chose. Très honnêtement, je pense qu'elle va monter un petit peu de toute façon en post-opératoire. Et donc, il n'y aura pas de vraie significativité de cette augmentation. En dehors d'un contexte aigu, on va avoir une augmentation et on ne saura pas quoi en faire, je pense. Bon, merci beaucoup. Théo, la fibrillation auriculaire, faut-il la ralentir en préopératoire pour optimiser le remplissage du ventricule gauche? Donc vous voyez qu'on a quand même, on est écouté par des vrais physiologistes. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Tout va dépendre de la fréquence cardiaque. Chez une patiente asymptomatique, les recommandations de l'ESC, asymptomatique sur le plan de la fibrillation atriale, en termes de palpitations, alors là on peut discuter sur la dyspnée, c'est au repos moins de 110 par minute. C'est ce qu'on appelle une stratégie de contrôle de fréquence. Là, elle y est. Moi, je ne l'aurais pas beaucoup plus. On va rediscuter avec Alice de quid des bêta-bloquants. Est-ce que l'introduction, et puis avec François, est-ce que là, d'introduire un bêta-bloquant chez cette patiente, est-ce que ça va modifier l'anesthésie? Pour moi, en tout cas, je pense que 110 par minute, on est bien, je n'y aurais pas touché. Je ne sais pas, François, ce que tu en penses. Merci Théo. Oui, c'est une question compliquée. Je pense que les données de ton échographie préopératoire et est-ce qu'elle est restrictive ou pas, est-ce qu'elle a des troubles de relaxation, des pressions de remplissage élevées, ça va peut-être nous pousser ou non à aller au bêta-bloquant en préopératoire. Là, on est dans une chirurgie qui doit se passer relativement rapidement. On ne peut pas prendre le temps de ralentir sa fréquence, enfin d'avoir du recul, en tout cas sur l'effet des bêta-bloquants et de l'introduction des bêta-bloquants. Donc, elle est pas très, elle est tachycarde, mais elle n'est pas très rapide. Et je pense que ça dépendra beaucoup des données de l'échographie. Si effectivement, elle a des pressions de remplissage très élevées, un trouble de la relaxation très important,
le fait qu'elle soit à 110, ça peut poser un problème, surtout si elle s'accélère en paire ou post-opératoire au moment du réveil. Mais je pense qu'on a des molécules aujourd'hui en anesthésie, des bêta-bloquants de demi-vie très courte qu'on peut administrer en intraveineux. Et ce sera plus, je pense, de la gestion à ce moment-là et au coup par coup de se poser la question de l'introduction de ces médicaments. Si l'ACFA venait à s'accélérer en paire ou post-opératoire chez une patiente qu'on considère comme n'étant pas hypovolémique, à ce moment-là, on pourrait se poser la question de la ralentir avec des molécules qui ont beaucoup plus de maniabilité qu'un bêta-bloquant de longue durée d'action. François, une autre question pour toi. Tu parlais d'arrêt des anticoagulants et notre collègue Rania dit, mais est-ce que vous avez bien intégré qu'il y a un double risque chez cette dame? Elle a un cancer et elle a une ACFA. Est-ce que ça change ta réponse sur l'arrêt des anticoagulants 3 jours auparavant? Donc, elle a, oui, elle a un double risque embolique, mais elle a un risque côté cardiaque d'embolie côté artériel. Elle a un risque évidemment de thrombose veineuse profonde augmenté en lien avec son cancer et puis le fait d'avoir une chirurgie. Donc, pour le côté risque thromboembolique, elle n'a pas d'indication, côté veineux, elle n'a pas d'indication à avoir, en l'absence d'antécédents de thrombose veineuse, à avoir une anticoagulation préventive en préopératoire. En revanche, évidemment, c'est une patiente à haut risque post-opératoire de faire une thrombose veineuse profonde, et donc il y aura une indication à prescrire une anticoagulation préventive dès le post-opératoire, comme c'est classiquement fait chez ce patient-là par HBPM par exemple, et puis ensuite on réintroduira le traitement anticoagulant à dose efficace pour sa FA, mais il va falloir prévenir la maladie thromboembolique veineuse chez cette patiente qui est à très haut risque effectivement de maladie thromboembolique veineuse. Alors Théo, une petite question, mais vraiment réponse très très rapide. Tu as parlé de diurétiques si la dame était congestive, et donc la question c'est, si jamais on met ces diurétiques, est-ce que tu l'arrêtes en préopératoire? C'est quoi ta stratégie? C'était une journée, 2 journées? Est-ce qu'il faut l'hospitaliser? Comment tu voyais les choses? Pas l'hospitaliser, furosémide Péros tous les jours, et que moi je garderai jusqu'à l'intervention. On n'est pas sur une forte dose, ça serait par exemple l'Azilix 40 mg par jour jusqu'à l'intervention, et puis ensuite on poursuit l'évaluation. Tu as le micro, une question, c'est la malade te regarde dans les yeux, elle trouve que tu es un super cardiologue, adorable, elle dit cette chirurgie on va vite la faire, et je suis désolé de ne pas avoir vu mon cardiologue. Tu me conseilles de voir un cardiologue pour une insuffisance cardiaque chronique tous les combien par an? Alors déjà, une évaluation à 1 mois au décours de l'intervention, pour remettre les pendules à l'heure. Souvent, ça va être tous les 6 mois, le temps d'avoir une vraie stabilité, et 1 fois par an. Une autre question, le score de LIP, personne n'en a parlé. Ça existe ou ça n'existe plus? Ça existe toujours, bien sûr, et c'est toujours utile, effectivement, notamment pour prédire le risque de complications cardiovasculaires de nos patients après. Donc ça fait totalement partie de l'évaluation préopératoire, oui. Mini question pour Catel. J'ai vu récemment un patient similaire pour un drainage d'abcès, diabète non insulinodépendant, 150 kg, FEVG à 22, le BNT était très proche de la normale. Il est un petit peu compliqué à... L'obésité a sûrement joué. L'obésité a sûrement joué en diminuant. Et je dirais peut-être les diurétiques à très forte dose aussi, peut-être l'association des deux. Donc se méfier, très bonne question, se méfier, parce que ce malade, éventuellement, si on le remplit au bloc opératoire, ça peut monter très très vite. Oui, c'est probablement de la fausse normalité. Ok, alors Catel, tu as le micro, tu vas nous dire le message clé ou les messages clés qu'on peut retenir de ce symposium sur les peptides natriurétiques, par exemple. Eh bien, vous pouvez doser le BNP ou le NT-proBNP. L'essentiel, c'est d'avoir effectivement une valeur en préopératoire et puis d'avoir la possibilité de monitorer et de ne pas s'attacher uniquement à une valeur seuil dans un contexte donné. Merci beaucoup. François, management des médicaments, un message clé? Oui, surtout la gestion des IEC ARA2, on aura la réponse bientôt, donc c'est très enthousiasmant. Et puis pour la dapagliflozine ou les glyphosines en général, vraiment l'arrêter 3 jours avant pour limiter ce risque d'acidocétose glycémique. Donc c'est l'étude Stop or Not dirigée par Étienne Gaillat et Mathieu Legrand. Théo, c'est quoi le message clé? 2 mots. 1. Chez un patient dyspnéique avec des facteurs de risque, faire attention à l'insuffisance cardiaque, éventuellement FEVG préservé. Je pense que l'échographie cardiaque, on l'a beaucoup répété, joue un rôle clé chez ces patients. 2, l'évaluation coronaire. On a des patients au risque, faire le point sur la maladie coronaire et puis penser à la suite et qu'on peut vraiment rendre service aux patients. Alice?
Eh bien, vous avez tous bien fait, donc merci. Et donc, pensez à avoir une PAM de référence du patient plutôt en consultation au préalable, un monitorage de la profondeur d'anesthésie, du VES et de vasopresseur de choix de la noradrénaline. Bon, moi, je continuerai et je conclurai avec une question qui m'a été posée en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, à Paris, vous avez de la chance ». Moi, je dis, à Paris et ailleurs, on a la chance d'avoir des amis. Parce que c'est ça le message clé de notre heure et de discussion autour de ce cas. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des amis. Donc, n'hésitez pas à créer des liens, parce que c'est ça qui va sauver le patient in fine. Merci beaucoup.